Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief rapidement, tiens la caméra qui fait des siennes, pour faire le débrief du Tour du Luxembourg qui a eu lieu la semaine dernière. Le Tour de Luxembourg. On va faire un petit peu un débrief un peu différent d'habitude. Je vais mettre un petit peu mes coups de cœur, mes flops voilà, de cette course. Course intéressante. Le Tour de Luxembourg avant les championnats du monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Le Tour de Luxembourg, 5 étapes. Alors vous allez me dire comment on arrive à faire 5 étapes chez un tout petit pays comme ça. Il y a pas mal de circuits, mais un parcours qui est quand même très intéressant. Parcours avec des étapes vallonnées, avec des étapes avec pas mal de dénivelé positif également. Voilà un parcours qui était très varié avec un contre-la-montre, bon, un kilométrage habituel, j'ai envie de dire, 28 km, un kilométrage qu'on voit maintenant beaucoup. On avait également une étape très dure le samedi, deux étapes un peu moins compliquées le lundi et le jeudi, je crois. Et puis l'étape numéro 2 qui était une étape peut-être un peu plus facile et pourtant qui n'est pas arrivée totalement au sprint. Donc Tour de Luxembourg, parcours très sympa. Certaines étapes très intéressantes. Et puis parcours, on a eu quand même du spectacle, voilà, parce que c'est des courses. Les courses d'une semaine, enfin les courses comme ça de 5-6 jours, où c'est compliqué de faire des gros écarts. Donc souvent, voilà, les scénarios, on a parfois des dernières étapes où on a beaucoup d'attaques, où on tente le maximum. Et puis on avait des belles équipes au départ, alors certes beaucoup d'équipes françaises, quelques équipes belges également, mais une belle start list au départ de ce Tour de Luxembourg qui mériterait d'être un peu plus regardée. En plus, c'est un moment de la saison où on arrive après la Vuelta, donc il y a un peu de temps pour regarder du cyclisme. Et moi, je trouve que c'est une course qui est assez intéressante, le Tour de Luxembourg. Pas de bilan des Bleus, parce que dans le top et flop, il y aura quand même énormément de coureurs francophones. Et donc on commence tout de suite par les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, un peu de mes coups de cœur de cette semaine, je commence avec Valentin Madouas. Il est en forme pour les championnats du monde, hein, Valentin Madouas. Il finit troisième du général, mais le contre-la-montre lui a fait perdre beaucoup de temps à Valentin Madouas. Oh, il a été impressionnant sur cette semaine. 2 victoires d'étape, et puis des belles victoires d'étape. Faut le dire, hein, parce que l'étape 1, il fait quand même un sacré numéro. L'étape 2, il part quand même au kilomètre 5 et personne n'arrive à le suivre derrière. Donc vraiment, de toute manière, une belle saison hein, pour Valentin Madouas, vainqueur également du Tour du Doubs. Donc en ce mois de septembre, il a doublé le nombre de victoires qu'il avait en carrière. Vainqueur du classement de la montagne du Tour du Limousin. Deuxième de l'étape de Foix sur le Tour de France, troisième, je rappelle, du Tour des Flandres, septième de la Saxo Bank classique en tout début de saison, vainqueur du classement de la montagne également de Paris-Nice, septième de l'étape de Saint-Sauveur de Montagu, troisième de l'étape de la Turbie sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, quatrième du classement général de cette course. Bon, voilà, c'est une sacrée saison quand même qu'a fait le Valentin Madouas. Énorme équipier aussi pour David Gaudu sur le Tour de France. Et derrière, ce qui est fort, c'est qu'il arrive à enchaîner sur le mois de septembre, où parfois, quand vous avez fait des grosses saisons avec un début de saison qui était quand même très chargé, parfois, voilà, à partir de mi-août, ça commence à piquer un petit peu au niveau des jambes et vous avez du mal à finir. Mais là, il finit vraiment très bien pour le moment cette saison. Ça va être une carte importante sur les championnats du monde, mais on y reviendra sur les championnats du monde. On fera une petite présentation de la course masculine, peut-être des 2 courses élites, où il y aura pas mal de choses à dire, parce que le parcours étant très ouvert, il y a beaucoup de favoris, il y a beaucoup de coureurs différents qui peuvent s'imposer. Mais c'est vrai que du côté de Valentin Madouas, ça sera une carte majeure de cette équipe de France. Et avec ces 2 victoires, il arrive forcément en pleine confiance avant ces championnats du monde. Avec ces 2 victoires sur le Tour de Luxembourg. Tour de Luxembourg qui n'est classé que 2 pros.
ce serait peut-être intéressant de l'augmenter en termes de barème, cette course, parce que je trouve que c'est pas si facile que ça de remporter le Tour de Luxembourg et que le parcours est quand même difficile, hein. C'est pas un parcours si facile que ça. Donc voilà, Madouas impressionnant sur ces 5 jours de course et lors de la première étape, vraiment costaud, hein. L'effort qu'il fait dans le final et puis lors de l'étape 5, c'est pas mal aussi, hein. On a eu du mal à voir l'attaque, puisque moi j'ai regardé sur la chaîne Équipe et il y avait en même temps le départ du Boulder. Donc c'était un petit peu en double écran, mais vraiment impressionnant à ce moment-là, avec un gros travail également de Kevin Geniet, qui connaît bien le terrain vu qu'il est luxembourgeois. Kevin Geniet qui a vraiment passé un cap cette année, hein. Bon, je le dis assez souvent avec quelques coureurs, mais c'est vrai que je trouve que voilà, il a pris de la caisse cette année. Avant c'était pas un coureur qui me laissait indifférent, mais je trouvais il était un peu limité dès qu'il y avait un peu d'adversité, dès qu'on était sur des grosses listes de départ. Je trouve cette année vraiment qu'il est vraiment très fort. Kevin Geniet, je trouve qu'il a, voilà, comme je le dis quelquefois avec certains coureurs, il a vraiment passé un cap. Et je trouve que maintenant, c'est vraiment un élément important de l'équipe Groupama FDJ. Je poursuis après Valentin Madouas avec un jeune coureur français. C'est Kevin Vauquelin. Impressionnant sur le contre-la-montre, Kevin Vauquelin. Deuxième du contre-la-montre de 26 km. C'était pas 28, c'était 26 km. Troisième également sur l'étape de Luxembourg, qui n'était pas une étape facile, hein, où vraiment ça s'est décanté dans la dernière montée, puis il fallait suivre Kevin Geniet et réussir à suivre Valentin Madouas. Deuxième du général de la course. Très bonne semaine de la part de Kevin Vauquelin. Je rappelle, alors ça a été un petit peu la performance, on va dire. On a eu des très jeunes coureurs performants, mais 21 ans seulement. Je rappelle qu'au championnat d'Europe, il fait 7e aussi sur le contre-la-montre. Donc vraiment un coureur prometteur, un coureur d'avenir. Première année complète chez les professionnels, parce qu'il avait fait en 2020 et 2021, il avait été 2 fois stagiaire. Mais vraiment pas de mauvaise saison, hein. 7e du Tour des Asturies, meilleur jeune du Tour de Belgique, 12e du général de cette course, 19e du Tour de la Sarthe, 2e de l'étape de Sably-sur-Sarthe, Kevin Vauquelin. Il a été également 4e de la route Adélie de Vitré. Sur le Tour de Magne, il finit 6e. C'est là où on s'était dit, c'est un coureur qui peut être intéressant également sur les grands tours, sur les grands tours, sur les courses comme ça d'une semaine. 6e de l'Arctic Race of Norway. Là aussi, hein, c'est pas qu'un coureur bon sur le contre-la-montre. Et puis 2e du Tour de Poitou-Charentes, derrière Stéphane Kung, 2e également du contre-la-montre de ce Tour de Poitou-Charentes. C'est un coureur qui est très intéressant, avec des très bonnes qualités en contre-la-montre. Pourtant, l'année dernière au championnat du monde, il n'avait pas été très performant, seulement 25e du contre-la-montre. J'en avais aucun souvenir, Kevin Vauquelin, sur le contre-la-montre. Oui, il avait fini à 1,36. Il y a vu, mais voilà, il avait fini derrière des Fran Milojevic, Jaugen Curie qui sont restés en espoir. Derrière des Dan Houleux, des Van Dijk. Donc ouais, c'est pas si impressionnant que ça de la part de Kevin Vauquelin. Il avait quand même fini devant Thomas Delphi, qui était également au départ et qui est dans l'équipe U23 de chez AG2R, Thomas Delphi, qui n'a pas fait une grande année, même en passant, seulement 17 jours de course, mais qui était dans l'équipe 1 sur ce Tour de Luxembourg, où il a fini à 78e. Mais du côté de Kevin Vauquelin, vraiment, il y a un vrai talent sur les courses d'une semaine, je pense. Sur les courses de 3 semaines, il faudra attendre de faire sa première tentative sur des courses de 3 semaines. Et puis sur le contre-la-montre, oui, hein, cette année, il est vraiment très performant dans cette discipline. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors il n'est pas au championnat du monde espoir cette année, parce que il y a des courses. Que la saison est quand même longue pour lui, hein. Il est déjà à 57 jours de course, donc il n'est pas au championnat du monde espoir.
Arkea regarde aussi un petit peu au niveau des points, mais c'est un coureur qui franchit des caps, des petits échelons, et qui progresse vraiment très très bien. Et moi je l'ai bien aimé cette semaine, Kevin Vauquelin, mais je l'avais déjà bien aimé au championnat d'Europe aussi, et je crois autour de la Sarthe. Je crois. Skelmoseux, le cours de la Trek, qui a remporté ce contre-la-montre. Ce contre-la-montre, qui a remporté cette épreuve, également le contre-la-montre. Mathias Skelmoseux Jensen. Là aussi, 21 ans, donc coureur très jeune, mais déjà très prometteur du côté de la Trek depuis 2021, enfin depuis août 2020. Donc voilà, il a déjà un petit peu plus d'expérience que Kevin Vauquelin. Il était performant là où il le fallait, c'est-à-dire sur le contre-la-montre. Il a été très fort. À Chifflange également, sur une arrivée un petit peu technique, il est là, il est cinquième. Il prend le général sur le contre-la-montre et puis il n'a pas craqué le lendemain. Donc ça c'est très intéressant, mais c'est un coureur qui a fait également troisième du Tour de Danemark, deuxième du Tour de l'Ain, donc là aussi des qualités, troisième du Tour de Wallonie, troisième du championnat du contre-la-montre du Danemark, derrière le champion du monde espoir. Non, il a été très intéressant cette année, troisième également du Tour de la Provence. Pour tout dire quand même, sur ces championnats du Danemark du contre-la-montre, le vainqueur, c'était Biasfos? Non? Ah non, c'est Mathias Nosgaard. Non, je croyais que c'était Mathias Foss. Tobias Foss, pardon. Non, c'est du côté de la Norvège en plus, je dis une connerie, parce que c'est deux Norvégiens qui... Ouais, bon, j'ai dit une bêtise. Mais troisième du côté du Danemark, et oui, il enchaîne. Deuxième à Assens également du côté du contre-la-montre du Tour de Danemark, donc là, vainqueur du côté de Rémisch. Bon, on est sur un coureur qui va faire les championnats du monde sur l'épreuve sur route. Ça fait partie des coureurs qu'il faudra suivre parce qu'il a quand même vraiment bien suivi Madouas. Après, je pense qu'il aura un rôle d'équipier, surtout sur ces championnats du monde, Skelmoseux, pour aider notamment du côté du Danemark Michael Honoré, voire Magnus Cort Nielsen. Mais c'est un coureur qui est assez intéressant. Voilà, il y a vraiment des choses très bien. Enfin, il fait des choses très bonnes. Skelmoseux. Et puis, quand tu as un Chicone qui se met à ton service, quand même, chez Trek, quand tu as Toulouse également qui se met à ton service, c'est que t'es pas un branquignol, et faut très clairement le dire, c'est que Skelmoseux c'était le leader de l'équipe et ils ont vraiment fait du bon boulot. Puis je termine avec Bastien Trochon. Pourquoi? Parce qu'il finit 15e du général, il est que stagiaire, Bastien Trochon, encore dans des échappées aussi, il s'est montré à l'avant de la course et il arrive à finir 15e du général. Moi je dis bravo pour ce coureur qui, je rappelle, est seulement stagiaire, qui sera dans l'épreuve espoir des championnats du monde. Il est l'équipe espoir française, très beau niveau sur ces championnats du monde, parce qu'on est avec Romain Grégoire, Mathis Lebert, Eddy Le Huitouz, Paul Penouette, Bastien Trojon et Evan Kostiou. Evan Kostiou qui a été performant également sur le Tour de l'Avenir, mais j'avais cru le voir performant sur une autre course, mais qui a seulement 19 ans, Evan Kostiou. Oui, c'est une équipe qui est intéressante, cette équipe de France. Elle a vraiment des belles qualités. Evan Kostiou, oui, qui a un contrat chez Arkea. Voilà, c'est ça que j'avais vu. Il se retrouve avec un contrat chez Arkea. Il est breton. Mais vraiment, c'est intéressant ce qu'a fait pour le moment cette équipe de France espoir. C'est bien. Voilà, il y a une équipe vraiment de qualité. On sera parmi les favoris, je pense, dans cette équipe, avec pourquoi pas les Norvégiens aussi qui sont en forme, avec les frères Van Dijk et du côté des Pays-Bas, Olaf Koy également présent. La Belgique, elle, sera emmenée par Berg Moes, Vito de Braet,
Vito Braert, Dries De Potter, Alexis Gert, Fabio Van den Bosch et Lennart Van Edvelt, qu'on a vu également sur le contre-la-montre. Et l'Australie sera emmenée par Jensen Wright, Dylan Hopkins, Dylan George, Matthew Dinham et Rudy Porter, avec mon magnifique accent anglais. Mais du côté donc, de Bastien Tronchon, ça sera une des cartes maîtresses quand on voit ce qu'il a fait sur ce Tour de Luxembourg. Bon, voilà, il y a un bon niveau également chez le coureur français, donc ça sera un coureur à suivre. Je passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Quick Step. Et on n'a pas compris leur stratégie sur les sprints quand même, Quick Step. C'est-à-dire un coup je mets Ballerini, un autre coup je mets Sénéchal, sauf que Sénéchal finit devant Ballerini. Alors autant normalement la Quick Step sur les sprints, ça se passe plutôt très bien et puis il n'y a pas de problème en termes de hiérarchie, autant cette semaine, j'ai l'impression que ça marchait pas du tout. C'est une équipe qui s'est montrée, on les a vus les Quick Step, mais qui au final n'a personne dans le top 10. Leur premier coureur c'est Tim de Klerk, mais c'est surtout que au niveau des sprints, Sénéchal et Ballerini, on a eu du mal à comprendre la stratégie. Alors à ce qu'à un moment on s'est dit on va mettre Sénéchal et puis Sénéchal n'a pas été performant. Voilà, déjà surprenant dans la sélection d'emmener deux coureurs comme Ballerini et Sénéchal qui sont d'un niveau à peu près équivalent. Et puis assez incompréhensible leur stratégie au niveau des sprints, c'est-à-dire que un coup on met Ballerini, l'autre coup on met Sénéchal, mais sauf que quand on met Ballerini techniquement sprinter, c'est Sénéchal qui finit devant lui. Est-ce qu'il y a un problème relationnel entre les deux ? Je ne sais pas. Mais oui, c'est assez surprenant la manière dont ça s'est couru du côté de chez Quick Step et on n'est pas habitué à ça. Ce qui n'est pas très rassurant quand même, c'est qu'on est quand même sur une équipe qui était très proche d'une équipe type flandrienne plutôt. Vu comment ça s'est passé cette année sur les flandriennes de la part de Quick Step, ça n'a pas été la folie. Faudrait pas que ça recommence l'année prochaine à cause de soucis. On a du mal à savoir qui doit être numéro 1 et qui est numéro 2. Je poursuis avec l'équipe Wallonie-Bruxelles. Wallonie-Bruxelles, c'est quand même une équipe qui, je trouve, a pas un niveau très bon. Ils ont des bons coureurs. Notamment, ils ont des bons sprinters punchers. Le petit Marco Tisa, c'est un bon coureur, l'italien. Il finit 9e de la dernière étape, mais c'est un coureur qui est très intéressant. Rémi Mertz aussi. Enfin voilà, ils ont quelques coureurs très intéressants belges. Milan Menten qui rejoint la Lotto aussi. C'est un bon sprinter. Le problème, c'est qu'ils arrivent avec un nombre de bons coureurs comme ça, un nombre de bons sprinters. Je comprends pas comment cette équipe, elle a aussi peu de victoires. Wallonie-Bruxelles, pour moi, c'est un peu comme BNB Hotel. Mais à la différence que quand tu vois la qualité de l'effectif, tu te dis avoir aussi peu de résultats, c'est quand même pas normal. Cette année, c'est 2 victoires quand même. Une pour Milan Mountain, c'est le Grand Prix de la ville de Lidier, et une étape du ZLM Tour pour Timothée Dupont. C'est pas foufou quand même en termes de résultats. Alors, il y a 6e place sur la Bruxelles Cycling Classic, 4e de la Classica d'Almeria avec Agnolowski, 7e avec Martins Paschkens qui quitte également l'équipe en fin de saison sur le Tour de Grande-Bretagne, et 5e des boucles de la Mayenne avec le fameux Marco Tizza. Mais je trouve que quand tu regardes l'effectif, tu te dis, ouf, c'est pas normal que l'équipe ait aussi peu de résultats. Quand tu vois notamment Matej Paschkens, Agnolowski qui est un bon sprinter, Timothy Dupont également, ça va vite. Mais ils ont même recruté Attilo Viviani. Et pourtant l'effectif est pas dingue, les résultats sont pas dingues, il n'y a pas de grands résultats. Quand on regarde, c'est un peu surprenant, un peu frustrant
Alors, ils seront présents sur Paris-Cheny, par exemple. Alors, Paris-Cheny, cette année, grosse start list, hein. Pour une course qui, normalement, d'habitude, attire pas tant que ça. Bah, comme il y a la bagarre pour les points, l'auto est venu, Movistar se tâte encore de savoir s'ils viennent ou pas, mais vraiment une belle formation. Enfin, il y a vraiment une belle liste de départ. C'est une équipe qui fera également la Croix Race. Et puis qui sera sur Paris-Tours, Paris-Bourges également. Paris-Bourges le 6 octobre, course importante. Et puis du côté de Binche, Chine et Binche, ma course préférée, le mémorial Frank Vandenbroek. On essaiera de suivre. C'est des courses. Sur la fin de saison, on va essayer de suivre voilà, un petit peu ces courses belges que normalement on ne suit pas, mais avec cette bagarre des points, et puis c'est souvent quand même des épreuves intéressantes, souvent un peu décousues parce qu'on est en fin de saison, on est un petit peu fatigué, donc voilà, c'est des épreuves que j'aimerais bien suivre, mais après ça dépendra du temps que j'ai, j'ai à consacrer à la chaîne, parce que voilà, il y a aussi d'autres choses qu'on va commencer à mettre en place. On arrive voilà fin septembre, début octobre, il va y avoir le début des sports d'hiver où il y aura aussi des choses à faire sur la chaîne. Ça va commencer très vite, les pistes vertes, on va les commencer plus tôt que l'année dernière. Puis on va essayer qu'il n'y ait pas de problème d'internet comme on avait eu l'année dernière. Et puis je termine avec, je continue avec Benjamin Thomas. C'est dommage, hein, Benjamin Thomas, problème sur le contre-la-montre, qui lui coûte cher, parce qu'au général il est seulement 8e. Mais même sur les autres étapes, j'ai pas trouvé Benjamin Thomas aussi tranchant que d'habitude. Alors Benjamin Thomas, il est aussi dans une période un petit peu compliquée parce que il y a les championnats du monde de cyclisme sur piste aussi qui vont arriver dans un gros mois. Donc forcément, voilà, il y a aussi une préparation. Lui, il a des objectifs du côté de ces championnats du monde qui ont lieu encore en France, du côté de Saint-Quentin en Yvelines sur le Vélodrome national. Ce sera même une petite répétition des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que là, il est peut-être un peu dans un ventre mou de sa saison. En plus, le chrono, ça s'est vraiment pas bien passé pour Benjamin Thomas, mais il faisait déjà pas un chrono sensationnel, même avant ce problème technique. Et puis après, de toute manière, même sur les autres étapes, il n'a pas été vraiment impressionnant, Benjamin Thomas. Donc voilà, ça a été une semaine compliqué, je trouve, pour le français. Voilà, pas une condition exceptionnelle. Mais lui aussi, il a aussi pas mal de jours de course dans les pattes, Benjamin Thomas. Il est à 76 jours de course. Tu rajoutes à ça le cyclisme sur piste, ça commence à faire beaucoup. Donc il commence à être un petit peu rincé. C'était peut-être même les dernières courses de son programme avant préparation de la piste. Mais c'est sûr qu'on préfère toujours avoir récupéré des points en plus UCI pour Cofidis, parce que là au final, au lieu de récupérer 200 ou 125 points ou 150 points, il en a récupéré que 50 avec cette 8e place. Donc c'est sûr, c'est toujours frustrant dans ce genre de situation. Puis je termine avec Victor Koretsky. J'arrive pas à savoir, moi. Alors, sa première saison est compliquée, on le savait. Faut pas croire, passer du VTT à la route, c'est pas si facile que ça. Donc là, c'est vrai que ça n'a pas été simple pour Koretsky, c'est loin de le dire. Ça n'a pas été simple non plus la saison de VTT. En passant pour Koretsky, parce que la saison de VTT n'a pas été bien meilleure que la saison sur route, mais c'est surtout que au bout d'un an, on voit pas vraiment d'évolution. Je vois pas vraiment une évolution positive pour le moment. C'est-à-dire, des fois tu peux te dire, en début de saison c'est compliqué, mais à partir de septembre il commence à trouver son rythme de croisière sur la route. Pour l'instant c'est pas vraiment le cas. Et surtout, je vois toujours pas les qualités de ce coureur. C'est-à-dire, j'arrive toujours pas à savoir si c'est un grimpeur, un puncher, un coureur de course d'une semaine, un coureur de grand tour. Je n'arrive toujours pas à déterminer quel type de coureur c'est. Pour moi, c'est pas un sprinter, ça c'est clair et net. Mais après... pour le moment, c'est un coureur moyen, ça c'est ce qu'on peut dire, mais on a vraiment du mal à déterminer quelle est sa spécialité. Moi j'ai l'impression qu'en termes on nous le présentait un peu comme un puncher, sauf qu'il n'a pas de giclette,
Donc pour un puncher, c'est quand même un petit peu compliqué. Sauf que pour un grimpeur, j'ai l'impression que dès qu'on passe un certain cap en longueur de difficulté, il est plus là. Et pour les courses d'une semaine, enfin les courses de 3 semaines, il faudrait déjà qu'il soit présent sur les courses d'une semaine, sauf que c'est pas vraiment le cas non plus. Et puis quand tu perds plus de 3 minutes sur un contre-la-montre, c'est un peu rédhibitoire quand même. Donc je suis quand même inquiet parce que d'autres coureurs sont passés comme ça de la route, enfin d'une discipline comme le VTT ou parfois le cyclisme sur piste à la route. Et au bout d'un moment, on voyait quand même un talent dans un domaine où on voyait que ça commençait à venir. Là, pour le moment, je ne le vois toujours pas. J'ai du mal à savoir quel est son niveau, le domaine où il pourrait vraiment être performant. Donc c'est ce qui m'inquiète quand même légèrement. Et ben on termine avec cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu. La MotoGP, je l'enregistre demain parce que là je commence à perdre ma voix. Donc on va enregistrer ça demain avec Quartararo. Donc ça sera mercredi. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu et ciao ciao sur la Mec Production.